Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, ô toi le grand babu, reçois ma requête. À cause des petits mouvements là, les gens là me regardent mal, à cause de ma propre étoile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous quotidien, La Grande Team. Ce soir, je serai accompagnée de Begré Yago. Bonsoir, Begré Yago. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Toujours très heureux d'être avec vous. Moi aussi. C'est un plaisir. Bonsoir, Jean-Philippe Auria. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Prêt pour les 90 minutes? Avec le punch, votre micro. Ah, bon, je ne suis pas habitué à tenir le micro même. Aujourd'hui, je vais remplacer un peu mon ami Henri Jo. Oui. Vous avez eu d'attaque. D'attaque pour les 90 minutes. Et bonsoir, Martial Gorou. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Assez bien. Assez bien? Mais il faut que vous alliez bien, Oui, totalement. aujourd'hui, je serai très offensif. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Bonsoir, Magat. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Magat? Super bien, ça va. Magat, j'aimerais signifier aussi que la Lune a été vue à Bondoukou, donc Ben, la fête c'est demain. Comme toujours, hein, voilà, c'est chez nous ça. Bon, voilà, ils sont prêts, nous sommes prêts, Ouais. et on vous réserve quelque chose de grand ce soir. On commence avec le sommaire. Sommaire, la Grande Team vous présente ce soir les nouvelles d'ici et d'ailleurs dans LGT News. Pour sa rubrique L'invité, Marie-Christine Begré reçoit le président de la Fédération ivoirienne de handball, Dr Aboubacar Karaboué. Ligue des champions UEFA, le Real Madrid va-t-il conserver son titre? On en parle en actu. Très bonne émission sur la 3. Vous pouvez participer à l'émission, vous devez même participer à l'émission et nous donner votre avis sur la question LGT de ce soir. Ligue des champions UEFA, le Real Madrid va-t-il conserver son titre? Le 27 21 59 93 99, le 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire et aussi sur la page Facebook de la 3. On commence tout de suite avec LGT News. LGT News. Basketball pour commencer les news de ce soir. Le secrétaire général de FIBA Afrique, Alphonse Billet, aux côtés des U13, la sélection ivoirienne U13 masculine s'active pour représenter dignement la Côte d'Ivoire à la 39e édition du tournoi international Henri Sedabre en France. C'est dans ce cadre que les éléphantaux dirigés par Jean-Jacques Allage et Marcelin Yoboué ont reçu la visite d'Alphonse Billet, secrétaire général de FIBA Afrique. Il s'est en effet rendu au Palais des Sports où se prépare la sélection U13 pour se faire témoin de la qualité des jeunes talents aux côtés du président de la fédération, Mahama Koulibaly. En homme passionné, il a remis son manteau de coach pour partager son expérience tant aux encadreurs qu'aux athlètes. Alphonse Billet est venu matérialiser son engagement dans la préparation de l'avenir du basketball ivoirien. LGT News. Du tennis à présent. Nadal forfait pour l'ATP de Madrid. L'année 2023 n'est décidément pas celle de Rafael Nadal, miné par des pépins physiques. Absent des cours depuis janvier dernier, le tennisman espagnol a annoncé ce jeudi qu'il n'était pas suffisamment remis de sa blessure. Par conséquent, il ne pourra prendre part au tournoi de Madrid qui débutera le 26 avril prochain, c'est-à-dire un mois avant le début du Roland-Garros. La course contre la montre continue pour Rafael Nadal afin d'être prêt pour cette compétition prévue du 28 mai au 11 juin. LGT News. Rugby, top 14. L'arrivée d'Azema confirmée par l'USAP. C'est désormais officiel. Franck Azema, actuellement en poste à Toulon, sera bel et bien à la tête de l'USAP la saison prochaine. Un club qu'il a déjà entraîné en 2009. Son retour a donc été officialisé par les deux clubs concernés. Franck Azema a été préféré à Verne Cotter et Pierre-Henri Brocan. Il remplacera sur le banc de l'USAP Patrick Arletaz qui avait déjà annoncé en février qu'il quittait ses fonctions en juin prochain. LGT News. Parlons du football avec l'examen d'agent de joueurs FIFA.
39 candidats ont pris part aux épreuves écrites. Sur les 170 inscrits au départ, 39 candidats de différentes nationalités ont composé à l'examen écrit des agents de joueurs FIFA pour la session du mois d'avril. Durant 60 minutes, hier, mercredi, les postulants ont répondu à des épreuves constituées de questionnaires à choix multiples effectués en ligne. À noter que l'examen a eu lieu simultanément dans toutes les fédérations affiliées à l'instance suprême du football mondial. La deuxième session a été programmée le 20 septembre prochain et que le dépôt des candidatures se fera du 1er mai au 31 juillet. LGT News. Cannes 2027. Le Sénégal candidat finalement. La presse en parlait depuis des mois. C'est Oba Diatara. C'est en septembre prochain que la CAF décidera conjointement l'attribution des Cannes 2025 et 2027. La construction de plusieurs stades et infrastructures sont prévues afin de permettre au Sénégal de garder intactes ses chances d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1992. LGT News. Algérie, la VAR annoncée en première division. Un changement inédit interviendra à partir de la saison prochaine en championnat de première division d'Algérie. Il s'agit de l'introduction de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage VAR. Selon l'annonce faite par la Fédération algérienne de football, cette décision fait suite à de nombreuses plaintes de clubs d'élite contre l'arbitrage. Pour une question d'équité et de transparence, la VAR fera donc son apparition lors de l'exercice 2023-2024. Martial Gorou, un mot sur l'examen des agents de la FIFA? Je crois que cet examen a eu lieu hier. Oui. Au début, il y avait 170 personnes inscrites. C'est finalement 39 qui ont composé, qui ont pu payer les frais d'inscription, qui est de l'ordre de 300 000 francs. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 20 questions à choix multiples. Donc, pour être admis, il faut répondre à 75% de ces questions-là, donc c'est-à-dire 15 sur 20. Donc, je crois que voilà un peu ce qui s'est passé hier. Et il faut aussi également dire que chaque candidat sur les 39 n'avait pas les mêmes questions. Oui, chaque candidat avec ses questions. Et donc, il y a eu 39 questions différentes pour chacun des candidats. Donc, ça a eu lieu hier. Donc, on attend les résultats. On verra bien ce que ça va donner. D'accord. Magath, vous désirez rebondir sur le sujet? Ce que je voulais juste ajouter, c'est que c'est une bonne nouvelle. Voilà, de la part de la FIFA, parce que oui, on a vu beaucoup de jeunes joueurs qui sont partis dans des coins vraiment où on ne les attend pas du tout, au Guatemala, c'est pas en Malaisie, en Thaïlande également. D'autres même sont devenus cultivateurs de riz. Voilà, je sais de quoi je parle, il y a des Ivoiriens qui sont passés par ce genre de championnat-là. Donc c'est une manière pour la FIFA de baliser un peu le terrain et puis bon, stop les vautours, quoi, voilà, qui ont brisé la carrière de certains joueurs. Maintenant, pour revenir à une autre nouvelle aussi également, par rapport à la VAR en Algérie, c'est une très bonne chose parce que oui, le CF Belouizdad d'Alger, beaucoup de fois, a eu tellement de pénaltys litigieux lors de ces différents titres que oui, bon voilà, souvent on se demande si ces pénaltys-là ne sont pas donc des pénaltys prémédités. Avec la VAR, oui, ça permettra maintenant de mettre tout le monde d'accord. Et la question que je me pose, à quand la VAR dans notre championnat, voilà. Très bientôt, on l'espère. Jean-Philippe, un mot sur Rafael Nadal? Oui, Rafael Nadal, c'est un très grand champion, le meilleur joueur de tennis sur terre battue au monde. À 36 ans, Nadal est en train de tout simplement subir les effets néfastes de tous ses efforts physiques depuis son entrée sur le circuit international. Il faut dire que le co-détenteur du nombre de victoires en Grand Chelem, 22 avec Novak Djokovic, n'a fait que durant ses 20 années de carrière enchaîner des blessures, 13 au total, qui l'ont éloigné de très grands tournois. Et là, il vient de renoncer au Master 1000 de Madrid qui prépare bien évidemment l'entrée en liste très bientôt des internationaux de France du côté de Roland Garros. Donc on espère simplement que Rafael Nadal sera prêt pour cette grande échéance. Lui qui espère remporter son 15e titre du côté de la France. Voilà, on sait que c'est un grand supporter du Real. Actuellement, il a 14 titres au niveau du Roland Garros comme le Real en a en Champions League. Il espère cette année avec le Real remporter une 15e victoire du côté de Roland Garros. Donc on va regarder en espérant et en croisant les doigts pour que le Mallorquais soit présent du côté de la Porte d'Auteuil. Ok. Begriago, un mot sur le Sénégal. Oui, le Sénégal, 35 ans après la victoire ivoirienne du côté de Dakar, oui. Le Sénégal, par la bouche de son ministre des Sports, M. Yacouba Diattara, a fait l'annonce que le Sénégal sera candidat
à l'organisation de la CAN 2027. Pour moi, c'est vraiment important. Ça permet au Sénégal de développer ses infrastructures parce que le Sénégal est devenu le nouveau champion d'Afrique. Il a droit à avoir des infrastructures dignes de ce nom. Pour moi, c'est une fierté pour ce pays-là qui a produit de grands joueurs africains. Martial Gorou, un mot sur le Sénégal aussi. Oui, mais je désire pense organiser que la CAN, la prochaine CAN. C'est important parce que la CAN permet quand même aux nations africaines, comme il a dit, de développer les infrastructures sportives, sanitaires, routières et puis bon, et bien d'autres. Donc je crois que c'est une bonne chose. Le Sénégal est aujourd'hui champion d'Afrique et c'est tout à fait normal qu'après 92, ça fait quand même longtemps que le Sénégal organise une seconde fois. Les standards à un autre niveau tel qu'on n'est plus à l'ère, comme le voulait le président Issa Hayatou, de la Coupe d'Afrique populaire, la fête populaire sur le continent, où il donnait beaucoup de chances aux nations dites petites d'avoir la possibilité d'organiser cette fête. Aujourd'hui, sous Ahmad Ahmad, nous sommes passés à 24. On a vu un peu le cahier des charges qui était imposé au Cameroun. On a vu un peu le cahier des charges et surtout la célérité avec laquelle ce cahier des charges doit être respecté. Et cela était imposé également à la Côte d'Ivoire. On voit même que le stade Yamoussoukro était fermé. Certaines enceintes ont dû être fermées pour être modifiées pour les mettre cette fois-ci aux normes FIFA. Là, le Sénégal, je dirais la 4e économie de la zone ouest africaine, est en train également de se préparer pour organiser cet événement. Et quand on va avancer au niveau de l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, on se rendra compte que les petits pays auront moins de chances d'organiser seul ce grand événement-là, parce que la Coupe d'Afrique des Nations est passée dans un autre stade. C'est devenu véritablement une très grosse compétition internationale, à l'image de la Coupe du monde de football, la Coupe d'Europe de football. Voilà, et c'est une excellente nouvelle. Pourquoi pas peut-être la Côte d'Ivoire ira chercher sa 4e étoile, parce que je suis convaincu que la 3e, on la prendra ici. C'est pas gentil, Jean-Philippe. Pourquoi pas? Peut-être que voilà, vous organisez donc à domicile notre CAN ici, on ne sait jamais. Ah, vous parlez de la 4e étoile, c'est ça? Ah, bien sûr. Ah, donc la 3e ici, et puis d'accord, sûr, je suis d'avis avec vous là-dessus. Maintenant, pour revenir au Sénégal, ils ont déjà un stade vraiment magnifique, hein, l'un des meilleurs stades d'Afrique. Très beau, très joli, voilà, ce joyeux architectural. Oui. Donc oui, il sera très intéressant de voir effectivement une CAN organisée en ce moment là-bas. Mais dommage que l'ami Begouriago ne pourra plus rechausser donc les crampons. C'est une très bonne nouvelle, oui, pourquoi pas. Et la CAN va rester toujours en Afrique de l'Ouest, voilà. D'accord. Je rappelle la question LGT. Le Real Madrid va-t-il conserver son titre? Le 27 21 59 93 99, le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Voilà, on marque une toute petite pause. Dans quelques minutes, les aléas du direct. On ne marque pas la pause maintenant. Donc, on va continuer encore d'échanger sur la CAN par rapport au Sénégal. Begouriago, oui, mais je pense par rapport aux concurrents du Sénégal. Vous dites? Par rapport aux concurrents du Sénégal. Non, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, après 35 ans quand même, on va lui faire la passe. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal... On a le Maroc, on a l'Algérie. Non, le Maroc, c'est 2025, parce qu'il aura 2 CAN, 2025-2027, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Mais c'est pas encore acté, hein? Non, mais je pense que pour 2025, pour moi, entre l'Algérie et le Maroc, il aura un qui va sortir du lot. Mais je pense que 2027, c'est bien pour le Sénégal. Ça donne du temps de travailler sans avoir la pression. Et je pense que ce pays-là, avec de grands joueurs, avec de grands noms, doit aujourd'hui avoir des stades dignes de ce nom. C'est vrai, aujourd'hui, voir des pays africains aller jouer au Maroc, pour moi, c'est une honte. Mais aujourd'hui, c'est vrai, le Sénégal doit avoir cette canne-là pour construire, développer cette infrastructure et surtout permettre à ces joueurs d'avoir un niveau de présence, un niveau extraordinaire sur la qualité des pelouses, sur la qualité des stades. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ces joueurs-là jouer en Europe, c'est de la qualité. Et si au Sénégal, il y a ces stades-là, pour moi, ça va bonifier le football sénégalais. Bon, de toutes les façons, il faut qu'il y ait un compromis au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Confédération africaine de football, pour qu'on puisse avoir une CAN organisée dans des pays à de bonnes périodes. Hein, parce qu'on a vu que depuis, je dirais même pratiquement les années 2000, on est parti de report en report, on est parti d'annulation en annulation. À chaque fois que la CAN était attribuée à un pays, soit il y a eu le glissement, soit il y a eu le retrait du pays organisateur, ainsi de suite. Là, on a l'opportunité d'avoir beaucoup de pays aujourd'hui qui sont intéressés par l'événement. Moi, je me rappelle qu'en 2013, l'Afrique du Sud ne voulait même pas du tout recevoir la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'elle disait que cela n'allait pas être rentable pour elle. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée partout sauf à Johannesburg, alors que là, l'Afrique du Sud aujourd'hui veut réorganiser cet événement qui commence à devenir un événement majeur. Moi, je pense qu'en 2025, le Maroc part favori pour organiser cette Coupe du Monde. Ce sera peut-être... cette CAN, merci, parce que ce sera peut-être le grand exercice avant le mondial. Donc, on verra peut-être le Sénégal aura ses chances. D'accord, merci JP. Il est maintenant véritablement l'heure de la pause. Juste le temps de la pub. On se retrouve tout de suite.
l'A3. Vos écrans sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Talk. PPLK, numéro 1 sur la polémique sur l'A3. Bienvenue. C'est l'heure des catcheurs. Bienvenue dans La Belle et la Bête. Merci d'être dans votre émission La Grande Team. Divertissement. Bienvenue dans le Deal. 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faut appeler dès maintenant. Info. Événements sportifs en direct. Oh, regardez ce pot. C'est quoi? Compte rendu d'événements sportifs. Événements musicaux en direct. Compte rendu d'événements musicaux. Et bien vous savez quoi? Vous ne les verrez plus partout. Ils sont désormais tous sur l'A3. Restez connectés sur l'A3. L'A3, nous offrons 3 fois plus. Nous sommes de retour dans un tout autre décor de la Grande Team. Ce soir, pour la rubrique L'invité, nous aurons le président de la Fédération ivoirienne de handball. On y va. Nous recevons donc à présent Dr Aboubakar Karaboué, qui fait son entrée maintenant. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Prenez docteur. place. Merci. Notre invité de ce jour est un grand passionné de sport, ça se voit, avec l'habillement, avec la balle et tout. Médecin dans l'armée ivoirienne, il préside aux destinées de la Fédération ivoirienne de handball depuis février 2018. Nous avons le plaisir donc de vous accueillir sur le plateau de la Grande Team. Encore bienvenue. Merci, merci. Et on Bonsoir. regarde l'élément de votre présentation. Et on revient tout de suite après. D'accord. Grand passionné de sport en général, c'est au service du handball que le médecin colonel Aboubakar Karaboué a choisi de mettre ses qualités de manager. C'est au milieu des années 2000 qu'il se révèle au monde du sport ivoirien à travers ses actions à la tête de l'association Daouda Karaboué Cœur d'Afrique. Fondé par son cousin germain Daouda Karaboué, ancien international français de handball, celle-ci particulièrement présente auprès des clubs ivoiriens qu'elle soulage notamment par des dons d'équipement. Cet engagement en faveur de la petite balle vaut à Dr Aboubakar Karaboué d'être coopté par le président de la fédération, Joseph Ouerega, qu'il intègre à son comité exécutif en qualité de vice-président. Chargé des sélections nationales, il s'illustre par des résultats probants avec notamment l'équipe féminine qu'il conduit sur le podium africain et au championnat du monde 2011 au Brésil. Bien que démissionnaire de l'organe fédéral en 2012, Aboubakar Karaboué demeure au contact des clubs. Son travail dans la discrétion lui vaut d'être élu président de la Fédération ivoirienne de handball en février 2018. En janvier 2022, il est réélu pour un second mandat de 4 ans. Docteur Aboubakar Karaboué, après cette présentation, vous désirez ajouter quelque chose? Non, ben, vous êtes bien informé et c'est très bien. C'est très bien. Ok. D'où tenez-vous cette grande passion pour le sport? Je pense que je tiens ma passion pour le sport de ma vie de militaire. Okay. Voilà, parce que peut-être que ça n'a pas été dit dans l'élément, c'est que depuis l'âge de 11 ans, je suis rentré dans l'armée en ayant été admis au concours d'entrée à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, à l'EMPT de Bingerville. Et donc, qui dit militaire dit sport. Et on a toujours fait du sport à partir de 5 heures du matin. Ensuite, après, c'était les sports scolaires, universitaires et tout. Donc, on a toujours baigné dans le sport. Et quelles sont les disciplines que vous avez pratiquées? J'ai fait des arts martiaux un peu plus jeune parce qu'on voulait tous être Bruce Lee et tout. Voilà. Et ben, très vite après, bon, le foot, ça c'était... Enfin, en tant que jeune Ivoirien, on doit toucher à la balle. Et après donc, le judo, le taekwondo, je suis passé plutôt au volleyball et tout.
Et en même temps, on jouait régulièrement au basket. Et aujourd'hui, je joue en même temps au volley, au basket, indifféremment. Oui. Et parfois au handball quand j'en ai l'occasion. Mais comment finalement votre entrée dans le milieu du handball s'est fait? Ben, je dois cette entrée à mon cousin, Daouda Karaboué, qui était gardien de but en équipe de France de handball. Et qui, à un moment de sa carrière, a voulu faire découvrir la Côte d'Ivoire à ses amis avec qui il jouait, parce qu'il a quitté très tôt la Côte d'Ivoire et il a vécu en Europe. Et donc, quand il arrive en Côte d'Ivoire, ben, on est avec le cousin, avec ses amis et tout. Et après cette première expérience, en fait, ils tombent tous amoureux de la Côte d'Ivoire. Et en rentrant en France, ils décident de mettre en place une association, des Cœurs Afrique. Et donc, l'année qui a suivi, c'était donc des dons au niveau sportif d'abord, handballistique. Après, on a évolué avec des dons plus humanitaires, enfin aussi humanitaires. Donc, notamment en travaillant avec les pouponnières d'Adjamé, pouponnières d'Anono, l'orphelinat de Bingerville, l'orphelinat de Grand Bassam et même à l'intérieur du pays. Et voilà, et donc quand j'ai commencé ma carrière de médecin, j'étais donc à la base aérienne d'Abidjan où il y avait le médecin colonel Orega Joseph qui était donc le médecin-chef de ce centre médical et qui décide donc de se présenter pour des élections. Et vu que j'étais entre griffes le représentant de la seule structure qui soutenait véritablement le handball, il me demande est-ce que je peux... déjà, il me demande est-ce que je pense qu'il doit se présenter pour être candidat. Oui. Et comme la SOA, donc la Société Omnisport de l'armée, dont il était le président d'alors, une équipe phare du championnat, je disais que lui-même ancien handballeur, j'ai trouvé qu'à juste titre, il pouvait se présenter. Oui. Donc, il a demandé que je l'accompagne. Ce que j'ai fait, il a été élu. Enfin, pas par mon accompagnement, mais par la campagne qu'il a eue. Avec vos bénédictions Non, c'est mon patron, donc je ne pouvais pas lui donner les bénédictions. Oui, oui. Mais c'était un honneur pour moi donc, de l'accompagner. Et donc, quand il a été élu, il a souhaité donc, que je m'occupe des équipes nationales. Ce que j'ai fait. Et nous sommes partis après une campagne un peu désastreuse de championnat du monde en Chine. On avait la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte et on est parti, on a eu la médaille de bronze, on était qualifié pour le mondial. On s'est retrouvé au Brésil et tout. Et puis, après 2 ans à ses côtés, je me suis un peu éloigné du handball, enfin de la fédération, et j'ai continué mes activités jusqu'à ce que vous me voyez aujourd'hui. Donc, on voit que vous avez eu un énorme parcours, hein, surtout avec un mentor. Oui. Et vous-même, comment vous êtes arrivé à la tête de la fédération ivoirienne de handball? Déjà, comment j'arrive, voilà. Je dis, je suis quelqu'un, j'aime qu'on ait de l'élégance dans le comportement. Et donc, avant de me présenter pour être candidat à la tête de la Fédération ivoirienne de handball, il a fallu que mon mentor décide de ne pas se présenter. D'accord. Voilà. Pour 2 raisons. Déjà, tous 2 étant dans l'armée, je ne peux pas me présenter contre mon supérieur hiérarchique. Je pense que ce serait tout à fait ridicule. Mais deuxièmement, en décidant de me présenter après m'être écarté de la fédération, il fallait que je puisse obtenir son aval. Donc je l'ai approché et quand il a dit qu'il ne serait pas candidat, et tout, donc je lui ai fait part de ma volonté de me présenter et tout. Il m'a dit qu'il me donnait ses bénédictions. Et donc dès lors, j'ai mené campagne. Et donc 2018, premier mandat. Et 2022, deuxième mandat. D'accord, ça c'est notre... Tout à l'heure, vous parliez de votre cousin Daouda Karaboué, qui fait beaucoup pour le handball ivoirien avec ses dons, ça et là. Est-il toujours actif au niveau de ses dons? Il est toujours actif parce que chaque année, l'association vient et mène des activités. Je dirais que peut-être de moins grande envergure que par le passé. Pourquoi? Bon, je pense
pour beaucoup de raisons. Déjà, il a arrêté sa carrière. Donc, il est un peu plus, je dirais, impliqué dans sa vie privée aujourd'hui qu'il n'est plus athlète et tout. Et il essaye néanmoins de toujours mener ses activités. En tout cas, il met un point d'honneur d'arriver au moins une fois par an avec l'association pour mener des activités. Maintenant, pour revenir à vous, est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que vous avez déjoué tous les pronostics en étant élu à la tête de la fédération en 2018? En 2018, peut-être, parce que je ne suis pas à la base handballeur. Oui. Et si vous avez fait des recherches, en fait, je suis plutôt, si on veut parler de championnat national, j'étais plutôt joueur du championnat national de volleyball. Voilà, donc le président Kone Sanga, ben, c'était mon coéquipier, c'était également mon promotionnel à l'école militaire. Et donc, on a formé une équipe de handball et après quelques années, il a été président de la Fédération ivoirienne de volleyball. L'actuel président de la Fédération ivoirienne de volleyball était un adversaire. Donc, vraiment, c'était peut-être pour cette raison que les gens pensent que j'ai déjoué, mais surtout parce que, entre autres candidats, il y avait, paix à son âme, un homme qui a quand même donné toute sa vie au handball, un très grand formateur qui est M. Paul Blesson, donc que Dieu ait pitié de son âme et tout. Et donc, du fait je dirais peut-être de sa vie dans le milieu du handball, il était plutôt parti peut-être pour avoir plus de chances d'être élu. Et quels sont les principaux acquis depuis que vous êtes à la tête de la fédération? Oh, vraiment, je n'aurais pas voulu répondre à cette question. Mais je vais me faire fort d'y répondre parce que je trouve que ce sont des acquis tellement minimes que je n'aurais pas voulu en parler. Mais déjà, je pense que ma présence ici, c'est déjà un acquis. Voilà, parce que le handball retrouve déjà ses couleurs. En termes d'organisation de la Fédération ivoirienne de handball, donc on a dû réorganiser un peu les choses. En termes d'organisation de championnat et je dirais, de présence sur le territoire national, on est l'une des rares disciplines à couvrir vraiment tout le territoire national, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest. En termes donc de compétition, donc de durée de compétition, aujourd'hui, nos compétitions, on essaye de faire en sorte qu'on puisse les avoir sur environ 6 mois, donc entre 6 et 7 mois. On commence généralement vers le mois de mars-avril pour finir vers le mois de septembre. Et vous êtes confronté à des difficultés? Oui, comme toute fédération, on a toujours des difficultés. Lesquelles? Voilà, parce que déjà la première difficulté, souvent, je l'explique à certains communicateurs, la visibilité qu'on n'a pas du handball, ou en tout cas la moins bonne visibilité du handball, n'est pas due nécessairement à moins d'efforts que la fédération pourrait être en train de faire. En fait, la plus grande visibilité qu'on aurait du foot ne tient pas nécessairement des actions de la Fédération ivoirienne de football, mais plutôt des actions de la Fédération internationale de football. Donc, il bénéficie par ricochet des actions de la Fédération internationale. Et c'est pareil pour le basket. Avec la NBA, aujourd'hui, il y a la balle, etc. et tout. Donc, vous voulez dire que la Confédération africaine de handball ne fait pas ce qu'il faut nécessairement? Non, d'ailleurs, ce n'est pas la CAF qui le fait, c'est la Fédération internationale. Internationale, d'accord. Voilà, donc il y a moins de visibilité et tout. Même si vous prenez la grande équipe de France, vous voyez qu'il y a jour de foot sur une chaîne étrangère, il y a jour de rugby, mais malgré tous les titres au niveau du handball, avec les experts, les surexperts, les légendes, etc., il n'y a pas jour de handball. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est un peu plus difficile, mais qu'à cela ne tienne, on a retroussé les manches et on se bat pour faire évoluer les choses. Donc on a des difficultés d'ordre financier,
La dernière fois, en reprise de championnat, on s'est retrouvé confronté à des difficultés d'ordre technique parce que la salle n'était pas très bien éclairée. Donc, ce sont des difficultés qu'on a, mais on essaye de se battre. Et ça, par contre, si vous le permettez rapidement, ça, par contre, ce n'est pas la Fédération internationale de handball qui doit venir mettre la lumière, par exemple, pour que vous puissiez jouer. Et tant président de fédération, vous pouvez aussi, effectivement, prendre votre bâton de pèlerin pour... Si, c'est ce qu'on fait. Mais vous savez que les salles que nous occupons aujourd'hui sont des salles de l'État. Et ces salles de l'État sont gérées donc, par une structure et tout. Donc, on n'a pas le droit de venir changer l'éclairage, bien qu'on aurait souhaité le faire. Mais on a entrepris des démarches auprès donc, de la structure qui, elle, avait déjà fait changer, je pense, les lumières par un prestataire. Par contre, vu qu'il n'y avait pas eu de compétition entre-temps, ben en fait, ils ne se sont pas rendus compte que le travail de ce prestataire n'était pas optimal. Et on leur a remonté l'information. On est confiant que le problème sera réglé avant la prochaine journée. Ok. Moi, j'ai envie de parler de la sélection nationale féminine. Pourquoi elle a du mal à retrouver sa place au sommet du handball continental? Vous savez, j'ai envie de répondre que c'est tout le problème des crises. Voilà. Je pense que la Fédération ivoirienne de handball a souffert des années de crise. Et je pense que la Fédération ivoirienne de handball n'a pas pu retrouver ses lettres de noblesse parce que aujourd'hui, nous, on part, pour vous donner un exemple, à la Coupe d'Afrique des Nations féminines senior, mais avec une équipe de CHAN. Si je fais le parallèle par rapport au football. Voilà, on part avec des athlètes essentiellement locaux, pendant que si vous prenez un pays comme la Guinée qui est à 2 pas de nous, il part avec des athlètes entièrement. En fait, il n'y a même aucun athlète qui vient de Guinée. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas justement à convaincre les binationaux? Il ne s'agit pas de les convaincre, il s'agit de pouvoir leur donner, je dirais, une prime conséquente. Ce que vous n'avez pas? Ce que nous n'avons pas, malheureusement. Voilà, on se bat, on essaye donc de convaincre et on est bien heureux parce que lors de la dernière sélection, on a certains athlètes qu'on a fait venir qui se sont très bien illustrés et qui étaient également très heureux justement de leurs prestations, enfin, en tout cas de tout ce que la Fédération ivoirienne de handball a pu mettre à leur disposition. Donc, se sont sentis vraiment très disposés à revenir. Pendant que d'autres athlètes qui étaient en sélection et qui sont sortis de la sélection, sur une plateforme qu'on avait eu à mettre en place pour ces athlètes-là, avaient tendance à être en train de mettre des messages pour être en train de décourager ces athlètes. Et pour la petite histoire, il y a une joueuse née en Allemagne, donc jeune ivoirienne, donc on découvre et auprès de qui on fait des démarches pour qu'elle vienne en sélection nationale. Les choses se passent bien à un moment donné. On n'a plus de nouvelles d'elle. Pour la retrouver en train de jouer pour une autre nation à la Coupe d'Afrique. Voilà, donc ce sont des réalités, mais qu'à cela ne tienne, autant on a plus de, je dirais peut-être, de difficultés pour l'instant avec les hommes, autant pour les dames, on n'a pas autant de difficultés. Parce qu'en allant avec une équipe de CHAN, on se retrouve pratiquement en milieu de tableau à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pendant que justement des athlètes qui sont des athlètes professionnels, justement n'arrivent pas à se retrouver. Docteur Karabou, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. À l'époque, avec le Kouни Mariam et puis les Namama Fatiga, ça jouait ici dans notre championnat ici, avec l'Africa Sport d'Abidjan. C'était une équipe vraiment redoutable en Afrique. Oui, avec cela, l'équipe nationale féminine arrivait à avoir des très bons résultats sur le continent. Donc si notre championnat est bien organisé, avec des très bonnes joueuses, effectivement, il va de soi qu'on peut avoir de bons résultats. Donc la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est que oui, ce ne serait pas mieux aussi également de laisser les binationales là où elles sont, et puis maintenant, pourquoi pas former par la base également, comme par le passé. Très bien. Déjà, vous devez savoir que, déjà, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre opinion et je la respecte. Oui. Donc, en 2018, on a mis l'accent, nous, sur les plus jeunes. D'accord. Et le travail abattu commence à porter ses fruits. L'année dernière, nous avons organisé ici l'IHF Challenge Trophy de la zone 3.
Donc, on avait deux équipes, une équipe de cadets et de juniors. Et les cadets et les juniors donc, ont terminé vice-champions ici, à Abidjan. Cette année, le même IHF Challenge Trophy Zone 3 a été organisé à Accra. Et en junior, chez les femmes, parce que chaque 2 années, c'est une fois les hommes, une fois les femmes. Donc cette année, c'était les dames, les jeunes filles à Accra. Et on a terminé en or chez les juniors et on a terminé en argent chez les cadets. Donc le travail que nous avons mis en place depuis 2018 commence à porter ses fruits. Et donc nous sommes totalement satisfaits de ce qui est en train d'être fait. On note là où on doit améliorer les choses et on va l'améliorer. Et soyez certains que la Côte d'Ivoire va retrouver ses lettres de noblesse. D'accord. Quels sont vos grands chantiers pour le handball ivoirien? Hormis ce que vous venez de citer. Déjà, je viens d'ouvrir donc une des brèches. En fait, pour nous, retrouver les lettres de noblesse passe par les plus jeunes. Donc, c'est véritablement de développer donc, le travail des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes arrivés en 2018, on se fait fort d'organiser les championnats de jeunes. Donc, les choses se passent bien à ce niveau. On essaye de mettre en place des sélections. Cette année, on ambitionne de mettre en place une académie ivoirienne de handball en recrutant, enfin, pas en recrutant, en sélectionnant parmi les jeunes, jeunes garçons et jeunes filles, donc des jeunes cadets et jeunes cadettes que l'on va mettre en place dans un système de sport-études et donc pouvoir les suivre pour nous permettre d'avoir les performances escomptées. Ça permet de revenir, si je vous le permettez très rapidement, aux fondamentaux du handball. Par le passé, effectivement, les Nama Fatiga venaient des écoles de l'intérieur du pays, avec les OASU également. Pourquoi maintenant vous voulez mettre en place une équipe, entre guillemets, sous forme de centre technique national, alors qu'on peut aller chercher de très bonnes joueuses et de très bons joueurs de handball partout dans nos écoles? Non, en fait, ces athlètes-là seront issus de ces compétitions. D'accord. En fait, je vous donne l'exemple, on a différents pôles. On a 8 pôles sur toute l'étendue du territoire. On organise des compétitions de jeunes. Et donc, on a des jeunes professeurs d'EPS qui, sortant de l'INJS, ont été affectés dans ces pôles, à qui on a donné une formation en détection. Donc, lorsque les compétitions sont organisées et tout, ils s'occupent de la détection des meilleurs talents. Et lorsqu'on organise les différentes finales dans ces différents pôles, après, on va organiser des finales des pôles. Et quand on fait les finales de pôles, ce ne sera plus les équipes qui ont remporté, mais ce seront les sélections des pôles qui vont participer. Donc, ça nous permettra d'avoir donc les meilleurs nationaux. Et de ces meilleurs nationaux, on va être en train de tirer donc des équipes de cadets ou de cadettes qui doivent être en train de constituer l'équipe nationale à venir. Très bien. Président Karaboué, comment vous êtes dans la vraie vie de tous les jours? Comme vous me voyez, aussi simple et tout, beaucoup plus en jean et paire de tennis qu'en costume et tout. En tenue militaire, quand je suis au travail, parfois en blouse blanche et tout. Vous devez savoir que je suis psychiatre, psychothérapeute, chef de département donc, de psychiatrie au niveau donc, de l'armée et la gendarmerie nationale. Donc, je travaille beaucoup. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de votre vie côté jardin? Côté jardin, je suis un homme marié, donc, avec 2 filles. Et tout. Et voilà, j'ai la chance justement d'avoir une épouse et des filles qui me soutiennent. Je me souviens encore que lorsque je voulais me représenter, j'étais un peu dans des doutes. Et c'est mon épouse qui m'a dit, écoute, pourquoi tu vas pas être en train de te représenter? Tu fais du bon travail, donc continue. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir donc cette famille qui me soutient et voilà, donc on essaye donc de s'appuyer sur cette famille pour faire évoluer les choses. Comme on le dit, derrière un grand homme... Se cache une grande dame. Voilà. Je confirme.
Merci beaucoup, Président. Avant de prendre congé de vous, on va vous permettre de tirer des pénaltys. C'est très simple. Hein. Vous allez voir des images qui vont s'afficher sur l'écran et vous devrez parler justement à ces personnes-là comme si vous étiez en face de chaque personne. Donc, on y va pour pénalty. Pénalty de ce soir, donc première image. Ok, cause, ben écoute, ben ça va, hein? On fait le boulot, voilà, avec les difficultés qu'on peut rencontrer, mais voilà, on tient bon et écoute, on espère te revoir très bientôt avec nous pour continuer ce travail, voilà, et donc ben, je te dis à très très vite. Deuxième pénalty. Ah, mais respect, mon colonel. Ben, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Ben, soyez rassurés, on tient la maison et tout. Voilà, on suit les instructions et certainement qu'on pourra faire évoluer les choses petit à petit. Donc, on reste toujours à votre disposition, n'hésitez pas. Troisième pénalty. Ah, le maître Georges, le grand président du CNO. Voilà, donc, ben, écoute, vieux père, on est là, hein, on est en train de travailler et puis on espère que tu es fier de nous. Voilà, dans tous les cas, nous, on est fiers de toi, on est fiers du travail que tu accomplis à la tête voilà, du comité et puis on est toujours aussi à tes côtés pour faire évoluer nos disciplines sportives. Mais on est certain qu'ensemble, on va y arriver. Quatrième et dernier pénalty. Les magiciens. Ah ouais, ça c'est vraiment un bon exemple pour toute la jeunesse ivoirienne. Oui. Croyez à vos rêves. Voilà, croyez à vos rêves et tout. Peut-être un jour, j'aurai le temps de parler un peu plus de moi et vous comprendrez pourquoi je vous dis de croire en vos rêves. Mais certaines personnes qui me verront pourront comprendre pourquoi je dis de croire en ses rêves. En tout cas, ce sont 4 jeunes garçons qui restent des exemples pour toute la jeunesse ivoirienne. Et ben, on est fiers de les avoir pour nous. Et vous aimez aussi beaucoup leur musique. Ah oui, ça, comme je dis... Vous pouvez fredonner une chanson. On a un morceau en régie. Il n'y a pas de problème. Merci. Si vous nous prenez en marche, on vous permet maintenant de voir les news du jour avec LGT News. LGT News. Basketball pour commencer les news de ce soir. Le secrétaire général de FIBA Afrique, Alphonse Billet, aux côtés des U13, la sélection ivoirienne U13 masculine s'active pour représenter dignement la Côte d'Ivoire à la 39e édition du tournoi international Henri Sedabre en France. C'est dans ce cadre que les éléphantaux dirigés par Jean-Jacques Allage et Marcelin Yoboué ont reçu la visite d'Alphonse Billet, secrétaire général de FIBA Afrique. Il s'est en effet rendu au Palais des Sports où se prépare la sélection U13 pour se faire témoin de la qualité des jeunes talents aux côtés du président de la fédération, Mahama Koulibaly. En homme passionné, il a remis son manteau de coach pour partager son expérience tant aux encadreurs qu'aux athlètes. Alphonse Billet est venu matérialiser son engagement dans la préparation de l'avenir du basketball ivoirien. LGT News. Du tennis à présent, Nadal forfait pour l'ATP de Madrid. L'année 2023 n'est décidément pas celle de Rafael Nadal, miné par des pépins physiques. Absent des cours depuis janvier dernier, le tennisman espagnol a annoncé ce jeudi qu'il n'était pas suffisamment remis de sa blessure. Par conséquent, il ne pourra prendre part au tournoi de Madrid qui débutera le 26 avril prochain, c'est-à-dire un mois avant le début du Roland-Garros. La course contre la montre continue pour Rafael Nadal afin d'être prêt pour cette compétition prévue du 28 mai au 11 juin. LGT News.
Rugby, top 14. L'arrivée d'Azema confirmée par l'USAP. C'est désormais officiel. Franck Azema, actuellement en poste à Toulon, sera bel et bien à la tête de l'USAP la saison prochaine. Un club qu'il a déjà entraîné en 2009. Son retour a donc été officialisé par les deux clubs concernés. Franck Azema a été préféré à Verne Cotter et Pierre-Henri Brocan. Il remplacera sur le banc de l'USAP Patrick Arletaz, qui avait déjà annoncé en février qu'il quittait ses fonctions en juin prochain. LGT News. Parlons du football avec l'examen d'agent de joueurs FIFA. 39 candidats ont pris part aux épreuves écrites. Sur les 170 inscrits au départ, 39 candidats de différentes nationalités ont composé à l'examen écrit des agents de joueurs FIFA pour la session du mois d'avril. Durant 60 minutes, hier, mercredi, les postulants ont répondu à des épreuves constituées de questionnaires à choix multiples effectués en ligne. À noter que l'examen a eu lieu simultanément dans toutes les fédérations affiliées à l'instance suprême du football mondial. La deuxième session a été programmée le 20 septembre prochain et que le dépôt des candidatures se fera du 1er mai au 31 juillet. LGT News. CAN 2027. Le Sénégal candidat finalement. La presse en parlait depuis des mois. Koba Diatara. C'est en septembre prochain que la CAF 25 et 2027. La construction de plusieurs stades et infrastructures sont prévues afin de permettre au Sénégal de garder intactes ses chances d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1992. LGT News. Algérie, la VAR annoncée en première division. Un changement inédit interviendra à partir de la saison prochaine en championnat de première division d'Algérie. Il s'agit de l'introduction de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage VAR. Selon l'annonce faite par la Fédération algérienne de football, cette décision fait suite à de nombreuses plaintes de clubs d'élite contre l'arbitrage. Pour une question d'équité et de transparence, la VAR fera donc son apparition lors de l'exercice 2023-2024. De retour sur le plateau principal de la Grande Team, toujours en compagnie de Jean-Philippe Oria, de Martial Gourou, de Begré Yago et encore de Magat. Yes. Le sujet de l'actu de ce soir, Ligue des champions UEFA, le Real de Madrid va-t-il conserver son titre? Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 et n'oubliez pas l'indicatif plus 225. Le Real Madrid fait office de favori à l'édition 2023 de la Ligue des champions UEFA. Un obstacle demeure toutefois pour les Madrilènes qui devront de nouveau faire face à Manchester City. Comme l'an dernier pour espérer filer en finale, suivons cet élément vidéo et on revient sur le plateau pour en débattre. Le carré d'as de l'UEFA Champions League 2023 est connu. Et comme s'il fallait s'y attendre, le Real Madrid, habitué décidément à ses joutes, s'est invité en demi-finale. Le club coaché par Carlo Ancelotti n'a eu aucune peine à se défaire d'une équipe moyenne de Chelsea en quart de finale, avec 2 victoires en aller et retour sur un score identique de 2-0. Une qualification qui laisse croire que le champion en titre de la C1 reste en bonne posture pour se succéder à lui-même. Le chemin est peut-être tout tracé, même si le Real Madrid doit de nouveau prouver sa bonne santé dans cette compétition en se mesurant à Manchester City lors de la demi-finale. Une sorte de remake de l'année dernière à ce même stade de l'UEFA Champions League. Entre-temps, de l'eau a coulé sous le pont et Manchester City a démontré beaucoup de maîtrise collective lors de ses 2 sorties face au Bayern Munich en quart de finale, prouvant au passage qu'il sait aussi voyager. Cette demi-finale entre Citizen et Madrilène s'annonce beaucoup plus électrique que ce que l'on pourrait imaginer. C'est vrai que les données ne sont plus les mêmes et que Manchester City a sans nul doute retenu la leçon. Cependant, tout porte à croire que si Karim Benzema et ses coéquipiers passent de nouveau ce cap, ce sera certainement une voie royale qui conduit tout droit vers un 15e sacre en C1. Alors, question, le Real Madrid va-t-il conserver son titre ? La question est donc posée, messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non. Oui pour Martial Gourou, oui pour JP, oui pour Begré Yago,
Oui pour tout le monde finalement, oui pour Magat aussi. Alors, pourquoi oui, Martial Gorou? Oui, si on veut se référer aux statistiques, je dirais que oui, le Real peut gagner cette coupe-là. Peut gagner cette coupe. Oui. Parce que le Real, c'est quand même le champion en titre. Et ce Real pèse 14 titres au niveau de cette compétition. Et le Real, c'est 32 demi-finales de Ligue des Champions. Et le Real, c'est 5 victoires lors des 9 dernières années. Et puis, par rapport à ce qu'on voit, c'est le remake de la saison dernière. Le Real a pratiquement le même parcours. Le Real a croisé Chelsea en quart de finale et a croisé après City en demi-finale. Et on a constaté que le Real s'était imposé. Donc je crois que ce qu'on voit comme statistique, le Real est capable de rééditer le résultat de la saison dernière. Jean-Philippe, vous ajoutez quelque chose, vu que vous êtes du même avis? Oui, il est évident, en plus de ce que Martial a dit, que pour moi, le Real est déjà favori de par son histoire avec cet événement, son histoire très récente. Champion en titre, le calendrier du Real même au niveau de cette double confrontation. Il y aura la finale de la Copa del Rey face à l'équipe d'Osasuna qui va se dérouler, je crois, le 6 mai prochain, si ma mémoire est bonne. Mais quand on voit, on se dit qu'en une semaine, le Real est capable de tout gagner ou de tout perdre. C'était un peu le même cas ces dernières années. C'est vrai qu'au niveau de la Ligue espagnole, malgré le piétinement de l'équipe du FC Barcelone, le Real Madrid sait que ce titre-là est déjà catalan. Donc, il leur reste 2 événements majeurs pour sauver leur saison. Ils auront l'opportunité déjà d'essayer de faire un grand pas vers la finale dans cette double confrontation face à l'équipe de Manchester City. Par rapport à l'année passée, je trouve que les 2 équipes ont plus mûri. Elles ont beaucoup mûri. Manchester City fait moins dans l'émotion. L'année passée, c'était une équipe ultra offensive où tout le monde voulait attaquer, tout le monde voulait marquer des buts. Et puis, au niveau mental, ce n'était pas trop ça parce que quand cette équipe était dans le doute, elle pouvait tout simplement, je dirais, se déliter comme un château de cartes. Et cette année, Pep Guardiola a décidé de changer sa stratégie de jeu. Il est beaucoup plus pragmatique. On dirait même qu'il a un tout petit peu singé cette équipe du Real Madrid. Alors que de l'autre côté, les joueurs du Real se sont encore bonifiés. Voilà, Karim Benzema encore plus affûté. On a un Vinicius Junior qui a pris de l'âge, qui joue avec beaucoup plus d'intelligence. On a un Rodrigo qui est au diapason. Et ceux même dont on pensait qu'avec l'âge, ils allaient être sur, je dirais, la pente du déclin, à savoir Modric et Toni Kroos, ont démontré sur ces dernières sorties-là que ils avaient encore dans la chaussette. Il faut noter qu'au début de saison, le Real a perdu Casemiro. On se disait, voilà, le fameux trident étant cassé, il était évident que cette équipe n'allait pas faire long feu dans les compétitions continentales. Il était remplacé par Tchouaméni. On a peut-être Tchouaméni comme le super 6 de cette équipe du Real, mais c'est un autre joueur qui s'est révélé à ce poste. Il s'agit du jeune Camavinga qui dépanne souvent en tant que latéral gauche. On a Valverde. Bon, il y a tellement d'atouts de très grands joueurs sur ce terrain-là que je me dis que c'est vrai. Si on regarde les saisons des 2 équipes, on pourrait dire que City est plus en forme. Mais sachant que le Real fait de la Champions League aujourd'hui sa priorité absolue pour avoir une très belle saison, pour moi, ils ont la capacité de... Avant de revenir à vos avis, Begriago et Magat, un message sur la page Facebook de la 3. Henri Yoboué qui dit « Oui, ils sont bien partis pour conserver le titre de la Champions League européenne, mais qu'ils fassent très attention à Manchester City. » Begriago. Moi, je parlais de 5 points importants. C'est d'abord la culture de la gagne. Ça se transmet dans les grands clubs, dans les grandes institutions. Et le Real est une grande institution, ça s'est transmis aux jeunes. La deuxième chose, c'est le recrutement qui est intelligent. Il est discret, mais il est intelligent. Il ne vient pas bouleverser l'équilibre de l'équipe avec Tchouaméni, avec Rudiger et avec Alaba. C'était un recrutement intelligent qui permet au Real de rester dans sa constance, dans sa régularité des résultats du haut niveau. La troisième chose, c'est les trentenaires, comme l'a dit Aurial, des trentenaires qui savent transmettre l'envie, la rage, l'envie de gagner au Real de Madrid, qui sont Benzema, Kroos et comme Thibaut Courtois et Modric. C'est vraiment bien dans une équipe, dans une institution, d'avoir des gens qui savent transmettre, et ces trentenaires le transmettent si bien. La preuve, le Real encore en demi-finale. La quatrième chose, c'est son duo d'attaquants, peut-être le meilleur du monde, dont on ne parle pas assez. C'est Benzema, Vinicius. Pour moi, aujourd'hui, c'est un duo qui donne, avec un délice extraordinaire, un délice mielleux. Quand vous les voyez jouer dans la complémentarité, c'est extraordinaire. La finesse technique, le solide qui est Benzema, la puissance athlétique, la vitesse et les dribbles pour Vinicius, pour moi, c'est un duo complémentaire qui fait mal à toutes les équipes d'Europe. La dernière chose, c'est un entraîneur quand même qui est d'une classe extraordinaire, qui s'appelle Carlo Ancelotti, qui est un entraîneur, qui a un management qui est aujourd'hui l'un des meilleurs du monde. Avec ce monsieur-là, c'est vraiment l'architecte de ce Real. Et pour moi, avec ces 5-là,
chose que je viens de citer, ce Real-là a les moyens, les hommes aussi, pour aller gagner ce titre-là. D'accord. Nous avons M. Aon Olivier qui nous appelle d'Abengourou et qui désire intervenir. M. Aon Olivier, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine, c'est ça? C'est ça, c'est très bien dit. Comment vous allez? Oh, ça va très bien. D'accord. Donc, on vous écoute par rapport à la question LGT. Oui, je pense que cette année, comme l'année passée, le Real du Madrid a carrément ses chances. Voilà, donc, c'est un habitué de la compétition. Donc, moi, j'espère que le Real va réaliser l'espoir de l'année passée. Donc, je dis donc que c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Christine. Allez, bonne soirée. Magat, on vous écoute? Ça me fait mal au cœur de dire que le Real va donc conserver son titre, mais malheureusement, c'est la vérité. Alors, par rapport à ce que les autres ont dit également, c'est une équipe qui assomme ses adversaires, qui étreint l'adversaire avant de l'étouffer. Quand le Real joue, tu as l'impression que ça joue, ça s'amuse, mais attention, c'est une équipe très coriace, qui a l'expérience, qui a la culture de la gagne, comme l'a dit Bogriago. Une expérience, effectivement, qui se transmet de génération en génération. Allez, du ballet, cette histoire de Galactique et autres, à l'époque, là, on est revenu aux fondamentaux du football. Une équipe, c'est l'équilibre. Bon défenseur, bon milieu, bon attaquant. Et même quand l'attaquant n'est pas bon, il y a aussi l'Adilé qui prend le relais. C'est ce qu'on a au Real Madrid. Malheureusement, pour Man City, ils ont un entraîneur aujourd'hui qui a une obsession, celle de remporter la Ligue des Champions à tout prix, parce qu'on a mis pas mal de milliards d'euros du côté de Man City pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Mais on ne remporte pas comme la Ligue des Champions comme ça sur un coup de baguette magique. Malheureusement pour eux, ils tombent encore sur un adversaire injouable qui est le Real en demi-finale. Malheureusement pour Pep Guardiola et ses hommes, oui. Ça, je peux le dire maintenant, l'aventure s'arrête là pour l'équipe de Man City. D'accord. Martial Gorou, Magat a déjà évoqué quelques éléments de réponse. Donc, qu'est-ce qui vous inspire, en fait, cette grande rencontre, cette grande affiche Real de Madrid-Manchester City? Oui, mais c'est une rencontre, une finale avant la lettre. Hein. C'est quand même l'une des deux meilleures formations de cette compétition. Parce que quand on prend, par exemple, cette équipe de City, 10 matchs, 26 buts et 4 encaissés. Tu prends l'équipe du Real, en 10 matchs, c'est 25 buts encaissés et 8 buts... pardon, 25 buts marqués et 8 buts encaissés. Je pense que c'est deux équipes qui sensiblement ont la même valeur. Donc je crois qu'il y aura du bon football. Mais le Real est un peu plus réaliste. Un football qui est un peu plus direct, alors que le City, c'est un peu le jeu entre les lignes. Et puis un peu de verticalité. Donc je crois que, pour moi, si le Real arrive à empêcher City de jouer entre les lignes et de faire son jeu fait de verticalité, naturellement, le Real sera plus à l'aise et pourra gagner son adversaire. OK. Écoutons l'avis de M. Seka, Chris, qui nous appelle de Yopougon. M. Seka? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Tata Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Je vous écoute. En fait, moi, ce que je remarque que la majorité des gens sur le plateau, même en dehors, pensent que le Real Madrid peut gagner la coupe. Oui. En fait, ils pensent, ils ne sont pas sûrs, ils n'affinent pas. Or, une victoire, ça peut aller à pas grand-chose. C'est pas... Le Real a remporté la coupe, la Ligue des Champions 14 fois. Mais la chose, comment dirais-je, la Ligue des Champions n'a pas été créée, ça ne date pas depuis 14 ans, ça date depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'il y a des années où le Real de Madrid n'a pas pu remporter la Ligue des Champions. Ça peut, comment dirais-je, ils peuvent ne pas remporter la Ligue des Champions cette année. Puisqu'on voit une équipe de Manchester City très en forme aussi, qui veut remporter cette Ligue. Donc, rien n'a encore su. D'accord. Donc ça, c'est votre avis? Oui, ça, c'est mon avis. OK. C'est pris en compte. Merci beaucoup. Oui, Bogriago. Ce qui m'inspire, ce match-là, c'est aussi le match des deux écoles. Hein. Oui. L'école de la malice, qui est l'italien Carlo Ancelotti, et l'école du football champagne, du football plaisir, qui fait rêver tout le monde. Aujourd'hui, Pep est devenu un entraîneur qui inspire, qui est impactant, même si Maga ne veut pas que je le dise, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est le meilleur entraîneur du monde, et je l'assume. Oui. C'est le dieu des deux écoles. Et cette école-là, qui va gagner? On se pose beaucoup de questions. Magat, vous voulez prendre le contre-pied? Bon, oui, effectivement. Alors, Pep Guardiola, oui. Il avait un certain Lionel Messi avec lui au niveau du FC Barcelone. Un certain Samuel Eto'o, un certain Thierry Henry, un certain Yaya Touré, Busquets également au milieu de terrain. Tous ces hommes-là, il les a plus.
Voilà. Et depuis qu'il a quitté le FC Barcelone, quoi? Il a joué quoi? Il a toujours gagné un trophée, il est toujours en demi-finale. Ça va venir. Le PSG a mis plus de combien d'années? Chelsea a mis combien d'années? D'accord. Il joue une finale face à Chelsea en 2021, qu'il perd. Une équipe de Chelsea moribonde, où Pep Guardiola est incapable de gagner cette Ligue des Champions-là. À partir de ce moment, j'ai su que c'était fini, de la limite pour lui. Il ne pourra pas la remporter. Il est illimité. Non, ne vous inquiétez pas. Oui, Magat. Allez-y à l'essentiel. Voilà, oui. pour terminer là-dessus. Donc oui, vous allez parler des écoles également. Mais malheureusement pour lui, Carlo Ancelotti, dans les phases d'élimination directe également, arrive à avoir une très bonne lecture de jeu. Pep Guardiola, il fait un peu du, comme vous le disiez, parce que tellement ces équipes jouent bien au football, donc il fait un peu de la surenchère. Voilà, il peut mettre un milieu de terrain en défense ou un défenseur en milieu de terrain. Voilà, et ça, c'est le Pep Guardiola qu'on connaît. J'espère que cette année, il va pas refaire la même chose. Mais sinon, s'il le fait, mais il va prendre. D'accord, on va écouter l'avis de M. Kouadio Vincent, qui nous appelle de Tonda. M. Kouadio Vincent, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, Marie-Christine. Ça va, ça va. Non, je n'ai pas entendu. Voilà. Alors, on écoute votre avis. Ben, vous savez, nous, les Ivoiriens, on aime trop la facilité. On aime trop la facilité. Real va prendre la coupe, Real va prendre la coupe. Non, moi, je ne crois pas. D'accord. Moi, je n'aime pas aller dans le sens des poils. Okay. Vous voyez, il faut croire à Manchester City. C'est une équipe qui a envie de gagner et je crois que cette année, Pep Guardiola ne va pas laisser passer. Donc, je voulais saluer tout le plateau. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. C'est un bonheur de vous recevoir. Bonne soirée à vous aussi. Jean-Philippe. Ce que je veux dire, c'est que la question elle est très équivoque. Elle concerne le Real Madrid et sa capacité à pouvoir remporter le trophée. Si elle concernait Manchester City, je pense que c'est sûr que peut-être on aurait, à part Magat, tous dit le oui, parce que c'est du 50-50. Bien sûr. Voilà, là, moi je pense fermement, c'est vrai que Magat il est dans des envolées lyriques ce soir. Je pense que Monsieur Jean-Philippe, de nouveaux arguments, ça me je pense que le Real... Voilà. Non, effectivement, un carton jaune pour ça. Continuez. Je pense que le Real Madrid est favorite pour l'histoire. Je suis d'accord avec les arguments qu'il a eu à développer. S'il m'avait laissé poursuivre, peut-être qu'il n'aurait pas... Non, vous n'avez pas m'éteindre avant de m'étouffer, monsieur. Maintenant, comme je le disais tantôt, je suis d'accord avec les arguments qu'il a avancés. Le Real est pertinemment l'équipe favorite de cette compétition. Je ne suis pas totalement d'accord avec Berry quand il dit que Guardiola est le meilleur entraîneur du monde aujourd'hui, parce que pour être considéré comme le meilleur entraîneur du monde, il faut performer sur pratiquement toutes les compétitions auxquelles on participe. C'est qui est le cas aujourd'hui du coach du Real, à savoir Carlo Ancelotti. Il lui manque seulement un seul trophée en Espagne pour être l'entraîneur qui aura remporté pratiquement tous les trophées dans tous les pays où il est passé. C'est celui de la Copa del Rey, dont il va jouer la finale face à Osasuna. Et il va je crois, égaler le nombre le record du nombre de matchs joués en Champions League d'un certain Sir Alex Ferguson avec la première demi-finale. Donc un entraîneur qui a un tel vécu, un entraîneur qui était là dans le passé, qui est là aujourd'hui dans le présent, et même qui se projette dans le futur, ben, je ne peux pas, moi c'est mon avis, admettre que Guardiola soit meilleur que lui. Maintenant j'estime que c'est une rencontre qui va être totalement ouverte. Oui. Voilà, on a pu s'en rendre compte. Guardiola a décidé de ne plus mourir entre guillemets avec ses idées, ce qui était le cas par le passé, avec le football importé de la Catalogne, qui voulait imposer même du côté de Bayern Munich. Ça n'a pas marché. Il avait commencé à imposer ça du côté de City. Après la finale perdue face à Chelsea en Champions League, il avait compris qu'il devait changer quelque chose. Mais je le disais en off à Begré, s'il part avec le même style de jeu qu'il a joué aujourd'hui face au Bayern Munich, moi je suis quelqu'un de très prudent qui concerne les matchs du Real, mais là je serai très détendu parce que je pense que le Real risque de l'avoir à l'usure, parce que le Real aujourd'hui, tous les adversaires qu'ils ont croisés, peu importe ces adversaires, ce qui n'était pas le cas, ils ont eu la domination sur ces derniers. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il faudrait faire très attention aussi à cette nouvelle donne qui vient de Madrid. On a un appelant, on a M. Baro Anissé qui nous appelle de Cocody Mputo. M. Baro Anissé, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Baro. Vous allez bien? Oui, madame. Non, vous avez bien commencé au départ. Qu'est-ce que c'est que ça, madame? Excusez-moi. Oui, Marie-Christine. Alors, on vous écoute sur la question LGT de ce soir. Bon, vous savez, concernant la question, on dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Vous savez, on sait que le Real Madrid
a toujours su relever les défis qui lui ont été imposés. On sait que le football n'est pas une science exacte. Mais moi, je suis confiant que le Real Madrid va conserver son titre. Parce que là où on ne l'attend pas, c'est là que le Real Madrid sort ses griffes. Parce qu'on a vu l'année dernière contre les grandes équipes, d'abord contre le PSG. Nous, les gens avaient donné le Real Madrid perdant. Mais à notre grande surprise, le Real Madrid a battu le PSG, il a battu Manchester City, il a battu Chelsea et il a battu Liverpool pour remporter le trophée. Donc, selon moi, le Real Madrid a toutes les chances de conserver son titre. Et je souhaite que le Real Madrid aille remporter son 15e titre de champion pour être couronné le plus grand club de tous les temps. D'accord. OK. Voilà, c'est mon avis qui est là. Je vous remercie. Merci beaucoup aussi à vous. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais l'autre demi-finale 100% italienne, les clubs d'une même ville, l'Inter de Milan et Milan AC, est-ce qu'on ne devrait pas faire des intercelles aussi? Jean-Philippe. On appelle le derby de la Madonnina en Italie, dans le même stade qui porte 2 noms. C'est inédit dans le monde. Lorsque l'Inter reçoit, c'est le Giuseppe Meazza, et lorsque le Milan AC reçoit, c'est le San Siro. Bon, c'est une rencontre fraternelle. Ce qui est un peu drôle dans cette confrontation, c'est que cette saison, sur 3 rencontres, le Milan a pris le meilleur sur Napoli, qui est le leader du championnat italien. Et l'Inter de Milan a battu toujours cette formation du Milan. Cette année, ils vont se rencontrer à 5 reprises. C'est un record absolu. On est en Champions League, normalement en Champions League, le Milan a un ascendant sur l'Inter Milan. Sauf que dans la réalité, aujourd'hui, il est quasi évident que c'est l'Inter qui a cet ascendant-là sur l'équipe du Milan. Moi, je pense que les sentimentaux, si je peux me permettre cette expression, rêvent d'une finale Milan AC Real Madrid, pour diverses raisons. Je vais évoquer mes raisons. Qui sont les sentimentaux? Ceux qui aiment, je dirais, le football du passé, d'un certain âge, parce que vous avez dans cette finale les 2 équipes qui ont le plus grand nombre de victoires à cette compétition. Le Real, à l'entame de cette rencontre, aura 14. Ça, c'est une projection qu'on fait. Et le Milan a 7. Donc déjà, ce sont les 2 plus grands qui se retrouvent. L'autre événement, c'est qu'on a le Milan AC qui revient après un long moment de disette, et on serait vraiment heureux de les voir en finale, même si on estime que la qualité de l'effectif du Milan d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu par le passé. Et je dirais le dernier élément, ça concerne Carlo Ancelotti, qui avait annoncé que le Real serait son dernier club entraîneur avant de partir à la retraite. Imaginez sur l'instant s'il remporte une finale Champions League face au Milan AC, qui est le club qu'il a révélé à la face du monde. Je pense que ce serait une très bonne sortie pour lui. Voilà pourquoi je dis que les Sentimentaux aimeraient voir cette finale. Sauf que moi, je pense que l'Inter de Milan va prendre le meilleur si cette équipe du Milan AC, parce que l'équipe du Milan AC dépend outrageusement de son gardien de but, Mike Maignan. À telle enseigne qu'aujourd'hui en Europe on parle assez Maignan, mais quand on voit l'armada offensif de l'Inter de Milan, la manière dont joue l'équipe de Simone Inzaghi, je pense que l'Inter va se qualifier pour la finale. Maintenant, une finale Inter-Real Madrid, encore un autre fait historique. Ça va ramener aussi à une certaine pensée. Vous savez, le Real Madrid a perdu 2 finales. Assez rapidement, j'ai pu. Oui, il faut que le Real Madrid a perdu 2 finales de Champions League, une face à Liverpool, une face à l'Inter de Milan. L'année passée, le Real a battu Liverpool en finale à Paris, là où ils avaient perdu. Et si le Real encore arrive en finale face à l'Inter, l'autre club qui l'a battu en finale, ben, ce serait également une très belle victoire pour le club et pour Carlo Ancelotti. Mais là, c'est la projection. On attendra de voir la fin des demi-finales. Merci, JP. Nos reporters ont tendu le micro aux sportifs ivoiriens qui se sont prononcés sur la question LGT. On les écoute. Je crois bien que oui. Parce qu'ils ont tous les atouts pour pouvoir le faire. Bon, Real peut conserver son titre parce que le Real est très déterminé. Parce que le Real a plus d'expérience en UEFA. C'est vrai, le Real est une grande équipe et elle est en pleine ébullition en ce moment. Mais elle a rencontré un dur. Et ce dur-là, c'est l'équipe de Manchester City. Je ne pense pas que le Real puisse se qualifier en demi-finale face à Manchester City. Oui, je pense que le Real peut conserver le titre. D'autant plus qu'aujourd'hui, on paraît beaucoup plus fort que par le passé. L'année dernière, déjà, c'était beaucoup moins prévisible. Donc on avait un peu des doutes, mais avec ce qu'on a réalisé l'année dernière, je pense que cette année, c'est beaucoup plus prévisible en fait. Donc ça sera le cas, ne vous inquiétez même pas pour ça. Le Real va conserver le titre.
Le Real va se qualifier parce que c'est l'équipe la plus en forme et puis on a les meilleurs joueurs actuellement. Donc il n'y a pas de souci, le Real se qualifie sans problème. Quelques secondes de pause et on revient juste après. À tout de suite. À quelques journées de la fin de la 31e édition de la Première Ligue, Arsenal montre des signes de fébrilité. Et si le leader n'avance plus, Liverpool, qui vise l'Europe pour sauver sa saison, doit enchaîner les bons résultats et espérer un faux pas de ses concurrents directs. Pour Liverpool, une victoire est primordiale face à une équipe de Nottingham Forest en zone de relégation, mais encore capable de réaliser des exploits. Enchaînement technique, comme il a su le faire. 32e journée de Première Ligue. Liverpool, Nottingham Forest, à suivre ce samedi 22 avril 2023 à partir de 13h30 en direct sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. La 3 était là. Le compte-rendu des points les plus chauds de Babi. La 3 était là, de la conférence de presse au concert, retour sur la célébration des 25 ans de carrière du chanteur Onel Mala. La 3 était là, concert Onel Mala, à voir ce lundi 24 avril 2023 sur la 3 à 11h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous allons à présent parler des cartons de la semaine. On y va donc pour carton de la semaine. Messieurs, vous avez donc vos cartons, un peu comme moi aujourd'hui, mais seulement pour aujourd'hui, exceptionnellement. Carton vert, carton rouge, carton jaune. Alors, donnez-moi vos cartons de ce soir. Martial Gorou. Carton vert. Oui. Et c'est pour l'Africa. Il faut dire qu'en début de saison, je faisais partie de ceux qui ne croyaient pas tellement que l'Africa pouvait revenir à la surface. Parce que cette équipe, lors de la première phase de la compétition, en Ligue 2, avait des résultats en dents de scie. Et depuis le retour depuis le début de la seconde phase de la compétition, il faut reconnaître que l'Africa est dans une nouvelle dynamique. L'Africa enregistre une série de victoires, jusqu'à 3 victoires. Donc je crois que vraiment cette équipe a fait un effort colossal, surtout avec son nouvel entraîneur qui est Hadj Mohamed. Donc je crois que l'Africa est vraiment dans une bonne dynamique. Félicitations aux Aiglons. Magat, votre carton est de quelle couleur? Vert aussi. OK. Pour? Carton vert pour la Fédération ivoirienne de Robol. Voilà, après plusieurs problèmes d'autres structurels, financiers également. Enfin, a pu s'envoler donc ce matin à 9h pour Pune, en Inde, pour prendre part à la 6e édition de la Coupe du Monde de Robol. Donc félicitations déjà au président Aboubacar Siddiq et puis félicitations également au ministère des Sports qui a facilité tout ça. On espère bien sûr qu'ils vont nous ramener, pourquoi pas, la médaille d'or. Begriago, votre carton? Carton vert. Oui. Vous parlez du meilleur football du monde, conduit par un monsieur comme Pep Guardiola. Quand on va jouer ce City-là, il faut comprendre qu'il s'est adapté. Quand vous regardez le but de City à Munich, c'est un but extraordinaire, c'est un but de compte, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Il a compris le football. On ne peut pas seulement posséder le ballon, on peut aussi attendre et contrer. Pour moi, c'est s'adapter. C'est un entraîneur intelligent, il comprend vite le football. Et pour moi, il est sur le chemin de la victoire. Mais M. JP n'est pas content. Et ça, il fait des Jürgen Klopp, il faut le dire. Begriago, vous appréciez énormément ce coach. On retient. Aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui impactent le monde du football. Oui. Quand on voit jouer City, et il en fait partie. C'est un délice extraordinaire et surtout mielleux. On y va pour le carton de Jean-Philippe. Oui, JP, quelle couleur? Jaune? Oui. Vous savez, on avait vécu il y a de cela quelques années... Votre micro. Je disais qu'on avait vécu il y a de ça quelques années le plus grand tumulte du sport ivoirien, c'est-à-dire l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et à l'issue de ce scrutin-là, je pense que tous les acteurs étaient unanimes qu'il fallait passer à autre chose. Aujourd'hui, on sent revenir un temps soit peu quelques mouvements, quelques tensions. Et ce carton jaune-là, je l'adresse non seulement à l'AMAFC et à la Fédération ivoirienne de football, parce que cela concerne un courrier qui aurait été porté au sein de la FIFA pour se plaindre notamment du choix de M. Kalou Bonaventure
maire de la commune de Vavois, qui n'était pas arbitre, à la tête de la commission centrale des arbitres de Côte d'Ivoire. Ben, je pense qu'il y a eu des éléments comme ça qui auraient pu être réglés en amont à la crise qu'il y avait au sein de la Fédération du football aujourd'hui qui ressurgissent et qui peuvent encore créer d'autres, je dirais, situations malencontreuses au niveau du bon fonctionnement de la fêtière. Donc je mets un carton jaune à tous les acteurs afin qu'ils puissent trouver déjà un terrain d'entente pour régler ce problème-là, pour ne pas que cela s'envenime et que cela ouvre encore la voie à, je ne sais pas, je peux me permettre une autre normalisation. Voilà, on espère que cela n'arrivera pas là-bas. Donc, c'est juste pour attirer leur attention. OK. Messieurs, c'était bien plaisant d'avoir des cartons ce soir. Oui, c'est vrai. Mais moi aussi, je vais vous donner un carton. Carton jaune pour tout le monde, juste pour le plaisir. Il est temps à présent de passer au plus calé. On va savoir qui est le plus calé ce soir. Ça sera par équipe. Équipe A, l'équipe de Martial Gorou et de Jean-Philippe. Équipe B, Beugriago et Magat. On y va pour le plus calé. Le plus calé spécial handball. Martial Gorou, quand même. On tient le coup. J'ai confiance. Première question. Quel est le sigle de la Fédération ivoirienne? Je ne sais pas pourquoi j'aime prononcer les mots en anglophone. Ça doit être Beugriago qui m'influence. Ah bon? Quel est le sigle de la Fédération internationale qui gère le handball? A. IHF, B, FIHB, C, FIH. Équipe A, oui, réponse A. Et équipe B, réponse A. Effectivement, c'est la réponse A. IHF, l'International Handball Fédération, a été fondée en 1946. Deuxième question. Combien de joueurs une équipe de handball est-elle autorisée à aligner sur la feuille de match? Combien de joueurs une équipe de handball est-elle autorisée à aligner sur la feuille de match? A, 14, B, 15, C, 16. A, B ou C? Équipe A? Équipe A. JP, Martial Gorou. Bon, donnez-moi rapidement, sinon le carton va sortir. Hein. D'accord. C. Équipe B, A. C'est la réponse A, 14. Ah oui. Je crois que vous n'aurez pas dû changer. La troisième question. C'était 7 joueurs sur le terrain et 7 remplaçants. Voilà. Non. C'est 7 joueurs sur le terrain et 7 remplaçants. Troisième question. Magat, ça va? Tenez le coup? Oui. Combien de temps dure une prolongation au handball? Combien de temps dure une prolongation au handball? A, 5 minutes. B, 10 minutes. C, 20 minutes. A, B ou C? Combien de temps dure une prolongation au handball? Équipe B, la réponse A. Équipe A, la réponse B. C'est la réponse B, 10 minutes. Au handball, une prolongation est constituée de 2 périodes de 5 minutes, chacune séparée d'une pause d'1 minute. C'est quoi ces chuchotements-là? Franchement. Vous trouvez la bonne réponse. Mais vous ne trouvez pas la bonne réponse. Mais pour le moment, personne ne perd, hein, non? Quatrième question. D'accord. Je précise que pour l'instant, il y a égalité entre les deux équipes. Donc, écoutez bien les 2 dernières questions. Quatrième question. Au beach handball, combien de points donne un but marqué suite à un kung-fu? A, 1. B, 2. C, 3. Combien de points donne un but marqué suite à un kung-fu? 1, 2 ou 3. Équipe A. A. Équipe B. C. C'est la réponse B. 2. 2 points. Au beach handball, les buts marqués suite à des actions spectaculaires comme le 360, le tir du gardien, le penalty et le kung-fu
donne 2 points. Les autres comptent 1 point. Le kung-fu, c'est l'action sur laquelle un tireur saute au-dessus de la surface de réparation, reçoit une passe et tire au but avant de retoucher le sol. Voilà qui est clair. La dernière question. Combien de temps maximum un joueur peut-il garder le ballon quand il est immobile? A. 3 secondes. B. 5 secondes. C. 8 secondes. 3 secondes, 5 secondes ou 8 secondes? On peut ensemble. Et c'est cette réponse qui va déterminer le gagnant. Donc, on y va. Équipe A, B. C'est bien B, hein, Jean-Philippe, ça ressemble à un D. Hein? Oui. Oh, votre B a un embonpoint. Équipe B, la réponse B. Donc B de chaque côté. La réponse... Je vous assure, il y aura égalité. C'est la réponse A. 3 secondes. Au-delà de 3 secondes, l'arbitre siffle un jet franc en faveur de l'adversaire. Donc, roulement de tambour. Effectivement, c'est une égalité parfaite. Il n'y a pas de gagnant ce soir. Mais comme ici, nous sommes très fair-play, on y a des programmes de la 3. Et prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas, faites du sport. Et bonne fête de Ramadan pour demain.